Chers partenaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la référence Pierre. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse ce matin sur un sujet on ne peut plus d'actualité en cette fin d'année, à savoir la location meublée en mandat de gestion. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Sébastien Maury, que vous connaissez certainement toutes et tous, de par ses anciennes vies ou son ancienne vie professionnelle. Et il est avec nous aujourd'hui on va échanger autour du partenariat mis en place entre la référence Pierre et la structure de Jean-Sébastien, en l'occurrence France ADB, qui se spécialise notamment dans l'administration de biens en location meublée, qui est notre sujet du jour. Bonjour Jean-Sébastien et merci beaucoup pour ta présence. Bonjour à tous. Alors, vous avez, comme à l'habitude, un petit module sur lequel vous pouvez vous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à réagir, bien évidemment. On répondra à vos questions en direct ou en fin de présentation sur un format qui va durer 20 à 25 minutes pour être le plus impactant et le plus concis possible. J'espère que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, vous voyez bien la présentation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Donc en introduction, je l'ai dit, le sujet meublé en main de gestion. Vous n'êtes pas sans savoir, bien évidemment, que le Pinel vit ces dernières heures. Il sera encore possible pendant quelques semaines de commercialiser du Pinel ou du Pinel Plus. On a la quasi-certitude maintenant qu'il n'y aura pas de dispositif fiscal remplaçant le Pinel l'année prochaine. Donc il est de notre responsabilité collective, bien évidemment, de trouver d'autres solutions d'investissement pertinentes pour vos clients. L'une d'entre elles est la plus directe et la plus facilement envisageable, bien évidemment, c'est le LMNP en mandat de gestion, sur lequel nous allons développer différentes solutions, on le reverra tout à l'heure. Et il était nécessaire pour nous d'adjoindre, bien évidemment, à cette stratégie de développement, eh bien, une vraie expertise sur l'administration de biens, puisque l'idée, c'est d'avoir un mandat de gestion particulièrement adapté à la situation de nos produits. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Sébastien. Avant d'aller un peu plus loin dans le détail, peut-être un petit point d'actualité, puisque je sais que certains d'entre vous, même certains de vos clients, peuvent être inquiets sur la pérennité du statut de location meublée et de la faculté qu'on a à amortir comptablement les biens suite notamment au dernier rapport qui est sorti, je crois, au mois de juillet ou au début du mois d'août, réalisé par la députée Anaïg Lemeur sur les évolutions de des lois fiscales. Il y avait une lecture qui pouvait nous laisser penser que la location meublée, même si elle était sur de la longue durée et même si elle était en bail commercial, pour ce qui est des résidences-services, pourrait être touchée par des évolutions fiscales. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous étaient connectés au webinaire de l'AFI qui a eu lieu jeudi dernier et auquel Annick Lemeur était conviée. Elle a été quand même très rassurante sur ce point-là, puisque elle a bien précisé que l'objectif des évolutions fiscales à venir n'était pas de sanctionner, entre guillemets, l'existant et la fiscalité de la location meublée sur de la longue durée. Donc, ça concerne les résidences-services, bien évidemment, et ça concerne aussi la location meublée en mandat de gestion à destination de résidence principale, que ce soit pour des étudiants ou pour d'autres populations locatives. Donc, on a quand même été relativement rassurés sur le sujet, et elle a bien précisé que les évolutions fiscales qu'elle appelait de ses voeux et qui étaient dans les cartons visaient avant tout et exclusivement la location meublée courte durée, principalement à visée touristique, type Airbnb. Donc, on verra ce que seront les prochaines semaines et les prochains mois, mais on a quand même été collectivement et individuellement relativement rassurés sur le sujet. Voilà pour le point d'introduction. La location meublée, mandat de gestion, beaucoup de monde en parle, bien évidemment, depuis maintenant longtemps, de plus en plus depuis qu'on connaît eh bien le devenir du Pinel qui s'arrête en fin d'année. Peu d'entre vous en font encore, peut-être. Donc c'est un produit qu'il faut démocratiser vis-à-vis de notre population de partenaires et vis-à-vis de vos clients. Peut-être un petit rappel, notamment sur les avantages et les inconvénients du LMNP en mandat de gestion
versus le meublé en bail commercial que vous pratiquez pour certains ou certaines peut-être plus régulièrement. Le premier avantage et l'avantage principal du meublé en mandat de gestion, c'est qu'on va capter 100% de la valeur locative, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un bail commercial. C'est normal, vous avez une intermédiation d'un exploitant et quand je fais par exemple de la résidence étudiante, eh bien l'exploitant ne me reverse pas, et c'est bien normal, la totalité du loyer qui est payé par le locataire final. En mandat de gestion, en revanche, on va capter 100% de la valeur locative et vous verrez tout à l'heure sur un exemple de produit, eh bien, ça permet d'accéder à des rendements locatifs qui sont plus puissants que le bail commercial, en tout cas pour ce qui concerne le marché étudiant. C'est bien évidemment une plus grande liberté concernant la gestion du bien. Le bail commercial a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, le principal étant d'être relativement dépendant de la signature d'exploitation avec laquelle on contractualise. Il y a également un risque lié à l'exploitant qui est complètement écrasé quand on fait du mandat de gestion. Je n'ai pas d'exploitant professionnel, je suis en ligne directe avec un locataire particulier, donc le risque lié à la différence de l'exploitant est complètement écrasé. Et vous avez également une limitation du risque de baisse de loyer qu'on peut avoir régulièrement dans le cadre d'un bail commercial, notamment lors du renouvellement du bail commercial. Bien évidemment, quand je fais de la location classique, mon risque de baisse de loyer, il est lié plutôt aux évolutions du marché. Mais quand on vise du marché étudiant, comme ça sera le cas de la plupart de nos produits en meublé mandat de gestion, on a dans ce cadre-là un risque qui est particulièrement limité. Les inconvénients par rapport au bail commercial, pas de récupération de TVA, bien évidemment, puisque on ne va pas là sur la fourniture de services para-hôteliers pour différentes raisons. Donc on achète le bien TTC, on récupère pas la TVA. On a un risque de vacances locatives par rapport à du bail commercial où, vous le savez, les loyers sont payés de manière régulière. Il y a un risque de vacances locatives qui est potentiellement un peu plus important, même si les marchés qu'on vise et les emplacements sur lesquels on va se positionner nous permettent d'avoir une visibilité assez intéressante sur le sujet. Un peu plus de charges sur la tête du propriétaire, puisque dans le cadre du bail commercial, vous savez que les charges sont quand même particulièrement réduites. Les charges sur le mandat de gestion sont nécessairement un peu plus importantes. Donc voilà les avantages et les inconvénients du mandat de gestion versus le bail commercial. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, il faut trouver d'autres voies de commercialisation pour l'immobilier neuf qu'on commercialisait historiquement, alors pas qu'en Pinel d'ailleurs, en locatif classique et aussi en résidence principale, mais pour faire la suite du Pinel, il faut trouver d'autres voies. Et dans ce cadre-là, le meublé en mandat de gestion nous semble être une bonne opportunité. Et on verra tout à l'heure qu'en termes de rendement, eh bien, ça fait le job complètement par rapport à un produit Pinel. Et vous verrez que les simulations, elles tournent de la même manière et peut-être même un peu mieux qu'en Pinel, voire en Pinel Plus. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il nous reste bien évidemment à trouver, au-delà des produits, un mode de gestion adapté, ce qu'on a essayé de faire ces dernières semaines et ce pourquoi on a souhaité se rapprocher de Jean-Sébastien et de sa structure France ADB qu'il va vous présenter juste après, puisque les premiers contacts qu'on a noués sur cette thématique-là avec nos administrateurs de biens avec lesquels on a des partenariats historiques, nous ont pas convenu à divers niveaux. Premier niveau, les niveaux de loyer qui étaient proposés. Deuxième niveau, et Jean-Sébastien reviendra sur ce sujet, mais également les frais de relocation qui peuvent être un frein lorsqu'on fait du meublé en mandat de gestion, puisqu'on a potentiellement une rotation des locataires qui est un peu plus importante. Donc pour résumer, on avait besoin d'un spécialiste du sujet avec lequel on pouvait mettre en place un mandat de gestion adapté à la qualité des produits qu'on voulait réaliser. Et je pense qu'on a aujourd'hui trouvé le bon partenaire. Donc Jean-Sébastien, je me permets de te laisser la parole pour te représenter à ceux qui ne te connaissent pas, et puis surtout peut-être bien présenter ta structure et peut-être tes points de différenciation par rapport au métier que tu exerces tous les jours, par rapport à la concurrence connue par nos partenaires. Je vais également en profiter pour reposer les fondamentaux parce que, bon, il se trouve qu'on est choisi comme prestataire de service par la référence Pierre et on en est ravi. Mais pourquoi c'est le cas? Parce qu'on est arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire que moi, sur ma propre activité, indépendamment de l'administration de biens, je suis arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, ce qui était le plus efficient, c'était de faire de l'étudiant en résidence, pas forcément en résidence service,
en mandat de gestion et sans récupération de TVA. Donc, je vais surtout essayer d'expliquer le déroulé et pourquoi j'arrive à cette conclusion-là. Et puis ensuite, quelles peuvent en être les spécificités et comment on fait pour y répondre, parce que c'est certain qu'il y a des éléments, on va taper dedans tout de suite, hein, mandat de gestion, rotation, honoraire de mise en location, rentabilité diminuée, voire réduite à néant. Parce que si tu changes de locataire tous les 9 mois, tu l'as dans l'os. Bah, c'est pas très compliqué, hein. Nous, il suffit qu'on s'engage à prendre des honoraires au maximum sur une tranche de 18 mois. Donc tous les 18 mois, on arrive à rentrer dans nos frais et puis, ça permet d'avoir une meilleure étude. Voilà à peu près l'objectif de ma démonstration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais jusqu'à il y a 2 ans le directeur commercial de LP Promotion. C'était un petit promoteur régional à 500 lots qui est devenu 13e promoteur en France. C'est surtout le premier promoteur à avoir pris le virage du meublé autour de 2014. Et finalement, j'ai la prétention de penser qu'il y avait 2 gros acteurs quand même sur le meublé avec Serenissimo et LP en tant que promoteur. On a basculé assez vite sur le marché étudiant. Pourquoi? Parce qu'on a senti très vite à l'époque qu'il y avait un réel besoin sur le marché étudiant et ce besoin n'a fait que s'accroître avec le temps. Pourquoi? Parce que les maires n'aiment pas déposer des permis de construire étudiants. Et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu as des terrains où tu peux faire de l'étudiant, on va te dire non, parce que c'est de l'étudiant, fais-moi du senior. Quoi. Conclusion, tu vas faire un gavet de senior et puis il n'y en a pas assez pour le marché. Et on arrive à la conclusion qu'on a aujourd'hui, à savoir, ça fait 2 ans que 20% des étudiants renoncent à leurs études pour un problème de logement. Et ça, il vous faut vraiment l'utiliser sur le terrain au quotidien parce qu'il n'y a pas un jour au mois de septembre où il n'y a pas soit France 2, soit TF1, soit M6 qui fait un truc sur l'étudiant qui n'arrive pas à se loger. Donc, dont acte, il faut faire aujourd'hui de la résidence étudiante. Bon. Je suis parti de chez Cap Valeur pour aller pas très très loin, parce que je me suis associé avec son ancien directeur général. Donc, vous comprenez bien que quand dans une structure, il y a l'ancien directeur général du promoteur et l'ancien directeur commercial du promoteur, à la fin, on finit par parler d'immobilier. Et donc, on s'est très vite intéressé à ces sujets-là. Et en tant qu'opérateur, et là c'est purement égoïste, hein, et puis ensuite j'irai sur la version, la référence Pierre, il vous faut un exploitant. Aujourd'hui, quand tu es opérateur, pour trouver un exploitant qui est fiable, bon courage. Quand je parle de fiabilité, c'est la structure du bail, bon, dont acte, mais c'est la structure juridique de la société, c'est le capital social de la société, c'est sa solidité financière. Pendant le Covid en 2020, elle a payé ou elle n'a pas payé ses loyers? Bon, quand on fait le tour d'horizon, c'est pas génial. Et puis ensuite, quand vous allez chercher des partenaires externes, vous vous rendez compte que vous faites à peu près massacrer sur les loyers. Alors, c'est un mot méchant de dire massacrer sur les loyers. C'est la réalité en termes de rentabilité finale, mais en réalité, il y a bien des charges à assumer pour l'exploitant. Donc, on est arrivé à se dire, bon, il faut, de manière égoïste, qu'on fasse du mandat. Moi, je suis directeur commercial, mon boulot, c'est de vendre. Et encore faut-il que le sujet il soit vendable. Bon, mais simplement, quand tu fais du mandat, que tu enlèves les honoraires, que tu enlèves les choses à enlever, tu te rends compte qu'à la fin, tu arrives exactement au triple net, si on doit aller au triple net, voire amélioré, parce que c'est toi qui assumes le risque, d'un bail commercial. Parce que la société qui fait l'exploitation en bail commercial, elle ne va pas prendre de risque, hein, ça c'est une certitude. Donc, elle va, en plus des charges normales, ajouter une prudence, ce qu'on appelle une prudence, qui va d'autant plus dégrader la rentabilité. Donc, in fine, si on raisonne renta pur, locataire, investisseur, triple net, le mandat, sincèrement, c'est top. Bon, ensuite, il y a 2 courants de pensée sur ce sujet-là. Le courant de pensée, c'est numéro 1, c'est il faut faire de la récup de TVA, c'est normal, on fait de la résidence étudiante. Et le deuxième, c'est on fait sans récup de TVA. Le problème de la récup de TVA, c'est que vous allez être assimilé à un BIC hôtelier, donc devoir réintégrer les amortissements dans le calcul de l'imposition sur la plus-value. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous êtes dépendant d'un syndic qui peut décider ou non de fermer la salle de sport ou de fermer tel ou tel service. Et du jour au lendemain, vous n'êtes plus résidence de service et redevable de la TVA que vous avez récupérée. Donc, 2 impacts. Un premier impact qui est sur la récup de TVA, un deuxième impact qui va être sur l'imposition sur la plus-value. Donc, nous, Cap Valeur, voilà, groupe Cap Valeur, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de Cap Valeur Immobilier dans quelques temps, quand le marché sera un peu meilleur, avec grand plaisir via la référence Pierre. Nous, on a choisi en tout cas d'être sur cet axe de la résidence étudiante, pas senior, étudiante, en mandat de gestion, pas en bail, et sans récupération de TVA. Donc finalement, avec la référence Pierre, on se retrouve stratégiquement complètement. Dans ma stratégie de développement, il faut avoir l'administration de biens. C'est un produit à valeur ajoutée qui est absolument fantastique. C'est un produit de fidélisation qui est également super.
quand je parle de fidélisation, c'est des gestionnaires de patrimoine. Alors, c'est un produit de fidélisation qui est génial quand c'est bien fait. Quand c'est pas bien fait, c'est un produit où tu te tires des balles dans le pied. Et donc, c'est des choses auxquelles on fait particulièrement attention. Donc, en tout cas, je voulais absolument avoir ce service-là. Et je me suis rapproché, et on l'a pas fait tout seul dans notre coin, parce qu'on ne devient pas performant d'un claquement de doigts, et puis il y a des seuils, des barrières à l'entrée qui sont très fortes. On s'est rapproché du groupe SNG pour développer cette offre-là. Tant et si bien que la structure en elle-même, elle existe depuis 2003, elle a une vraie antériorité, elle a 20 000 lots sous gestion, quasiment autant en syndic, donc un réel savoir-faire, une présence qui est nationale, avec 25 agences partout en France, même si en réalité les agences, on s'en fiche un peu aujourd'hui, on n'a pas un locataire ni un investisseur qui pousse la porte d'un lieu physique pour aller chercher un appartement. Ça se passe sur Internet, ça se passe au téléphone, ça se passe au digital. Les comportements ont complètement changé. Un dossier locataire, il se télécharge sur une interface. On ne va pas aller arriver avec ses photocopies chez le gestionnaire. Bon. Et puis, sur le sujet de l'étudiant, moi j'arrive avec un petit bout d'idée, et puis mine de rien, on fait le back-office de pas mal de grosses boîtes étudiantes. On a déjà quand même près de 500 lots en étudiants, donc clairement un savoir-faire. Donc il suffisait en fait d'aller discuter, échanger, et comment on fait les études de marché. Bon, sur les études de marché, c'est des outils bêtes et méchants, on n'est pas plus brillant qu'un autre, hein. On a des progiciels qui nous donnent un résultat, on a des données empiriques, c'est-à-dire des appartements qu'on a nous-mêmes sous gestion, qui vont nous donner un résultat, on a un partenaire qui a étudié le marché, on parle et on sort une grille de prix, mais c'est fait en conscience, hein. C'est fait en ayant bien réfléchi à tous ces sujets-là. Et après, il faut aller apporter un petit truc en plus. Nous, on a tendance à dire que notre petit truc en plus, ça va être la garantie loyer impayé, puisque sur la garantie loyer impayé, on va proposer une garantie loyer impayé c'est un abus de langage, hein, protection juridique et détérioration immobilière, qui va être sans franchise, avec un paiement mensuel et un paiement immédiat. C'est-à-dire que quand on va avoir un sinistre, hein, eh bien, on va engager immédiatement la procédure de telle sorte que votre investisseur sera payé, et on va dire autour du 20 du mois, il sera payé depuis le premier de son mois, quoi, hein. C'est le temps de gérer l'administratif. Et puis le 30 du mois suivant, comme la procédure est engagée, il pourrait être payé de son premier mois. Alors peut-être que le sujet se portera moins parce qu'en étant étudiant, il y aura des parents qui seront caution, mais peut-être que très souvent, on aura les parents qui seront directement preneurs du bail. Bon, les deux cas peuvent arriver. Donc l'argument de la GLI, de la protection juridique et de la détérioration immobilière, sincèrement, a complètement du sens. Deuxième argument massu qui est propre. Alors, c'est déjà un usage commercial chez nous, mais on l'a réellement écrit pour vous. C'est vraiment vrai. C'est que sur cet étudiant-là, quand les équipes d'Olivier sont venues vers moi pour l'étudiant, très rapidement, on a abordé ce sujet-là. Et puis, dans un deuxième temps, ils m'ont dit, ouais, mais Olivier a levé un point. Oui, mais on l'avait déjà imaginé, c'est complètement logique. Amusez-vous à faire une étude avec un taux de rotation. Alors certes, on ne le fait pas à tort quand on fait du Pinel, mais en réalité, on devrait l'intégrer, ce taux de rotation. Donc nous, on s'est engagé par écrit à ne pas facturer d'honoraires de mise en location à un investisseur plus d'une fois tous les 18 mois. Sachant qu'en réalité, toutes les dernières études ont montré que le taux de rotation, c'est vrai que je suis un peu coquin parce que je ne prends pas un risque démesuré, c'est que le taux de rotation, il augmente. Enfin non, il diminue. Ça dépend dans quel sens on le prend, le truc. Bon, bref, les locataires, ils restent plus longtemps parce que toi, pas appartement, toi, gardé. Et donc, le fantasme de se dire que le locataire va partir au mois de juin pour revenir au mois de septembre, ça, c'était avant parce qu'en réalité, s'il fait ça, appartement, pas appartement, hein. C'est aussi simple que ça. Je rappelle la stat, hein, 20% des étudiants ont renoncé à leurs études faute d'un logement. Alors, quand vous êtes dans des grandes villes comme Toulouse ou comme Bordeaux, vous étudiez probablement dans votre ville, hein. Quand vous êtes à Clermont-Ferrand, on peut quand même largement imaginer que les gens qui viennent étudier ne sont pas de Clermont-Ferrand, en tout cas pour le plus grand nombre. Et donc, mécaniquement, il va y avoir plus de gens qui cherchent un logement à Clermont-Ferrand que de gens dans une grande ville comme Toulouse, Marseille, Lyon, qui auraient déjà leur propre logement, enfin, en tout cas dans le logement parental. Et donc, en réalité, le taux de rotation est plutôt autour de 24 mois aujourd'hui sur les dernières études que j'ai pu lire, d'autant que Clermont, bon, c'est connu quand même pour son DESS. Mon Dieu, que je suis vieux. Son master en gestion de patrimoine, il y a 20 ans, on appelait ça
des ESS. Et donc, c'est quand même globalement des études qui sont assez longues. Hein. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire. On parle de Clermont, puisque on parle de Clermont, on fera l'exemple juste après avec un slide, parce que c'est la première résidence qui, on va dire, qui inaugure le partenariat entre la référence Pierre et France ADB. C'est pour ça que Jean-Sébastien évoque cette destination. Ah, parce qu'on n'avait pas dit que c'était pour Clermont. Bon, mais voilà, j'ai spoilé la présentation. Donc, c'est à Clermont-Ferrand. Je peux même mettre notre distance à l'université pour spoiler un petit peu plus. Il y en aura d'autres. Clermont-Ferrand, c'est le premier de plusieurs épisodes. Ouais, et puis alors c'est une ville qui est très en déficit, beaucoup en déficit. Mes mots veulent rien dire ce matin, c'est une catastrophe. C'est très largement en déficit de logement étudiant, hein, sur Clermont, c'est terrible. Et vu l'emplacement et vu l'éloignement de la résidence à l'université, je suis pas très inquiet quant au remplissage final. Voilà, ce que je peux dire, Olivier, je te repasse la main, sauf à avoir des questions. Pour compléter, en fait, il y a plein de valeurs ajoutées qui nous sont apportées par Jean-Sébastien et ses équipes. Les deux principales, alors la première, Jean-Sébastien l'a longuement évoqué, le sujet des horaires de relocation. Le deuxième sujet, je voulais quand même le préciser, puisqu'on a sondé un certain nombre de prestataires ou de partenaires potentiels, c'est que Jean-Sébastien et ses équipes nous donnent ce que j'appelle des vrais loyers. Puisque notre responsabilité, alors sans promettre des choses qui ne sont pas tenables, c'est quand même d'aller chercher de la rentabilité dans le contexte actuel. Force est de constater, quand on fait un petit peu le tour du marché, il y a certains administrateurs de biens qui sont peut-être un peu moins spécialistes du marché de l'étudiant et du meuble en mandat de gestion, qui ont des positionnements loyers qui n'ont rien à voir avec la réalité du marché. Et dire qu'ils ne prennent aucun risque est un euphémisme. On peut même aller au-delà. Donc, un petit commentaire là-dessus, parce que c'est vraiment une question de positionnement. Moi, je tendance à avoir un discours de transparence sur ce sujet-là. Moi, j'explique comment je travaille. Et après, c'est de la vente. Et donc, c'est difficile d'avoir une obligation de résultat. C'est plus une obligation de moyens. Maintenant, dans les positionnements des opérateurs sur ce marché-là, vous avez des opérateurs, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les citer, qui par sécurité, et c'est un choix stratégique, vont étudier le loyer et vous proposer 20% en dessous. Comme ça, on n'est pas embêté, on sait que ça va aller. Et puis, nous, notre mode de fonctionnement, c'est de se dire d'étudier réellement les loyers qui peuvent se pratiquer, tout en sachant qu'on va être en meublé et tout en anticipant également des hausses de loyers à venir, parce que face à une pénurie, les loyers vont augmenter. J'ai des exemples ahurissants, de montants ahurissants que se sont tentés des particuliers sur des zones tendues. Mais c'est normal, quand il n'y a pas d'offre, les prix montent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, tout simplement. Alors, on a deux questions avant de passer. Il y a une étude de marché bête et méchante. C'est-à-dire que nous, étude de marché, logiciel, plus ce qu'on a en boutique de logement, on regarde ce que ça donne et puis voilà. Donc là aussi, on n'a pas tendance à dire parce que c'est important, on pourrait se dire, oui, mais ils s'amusent à être mieux disant pour essayer de choper le marché, et je pourrais entendre ce discours-là. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait une étude de marché, et en notre âme et conscience. Olivier, ce sera jamais permis de m'appeler en me disant augmente les loyers de 20 balles, sinon ça passe pas. Parce que là, on se fait mal, tous. Donc non, c'est vraiment notre intime conviction sur ces montants de loyer. Alors, on a deux questions avant de passer à l'exemple chiffré de Clermont-Ferrand. Une question de Carole qui nous demande si la demande de logement pour étudiants n'est-elle pas un épiphénomène lié à l'ultra-développement de Airbnb. Alors, bien évidemment, l'explosion du nombre de logements Airbnb a un impact sur le marché locatif en général et sur le marché locatif étudiant en particulier. Après, je pense très franchement que ce sont les chiffres qu'on connaît toutes et tous sur le logement étudiant. La carence de logement étudiant va très au-delà aujourd'hui du développement d'Airbnb qui peut être effectivement remis en cause dans les prochains mois. À la fois en termes de destination, puisque la grande majorité des logements, enfin pas la grande majorité, mais une bonne partie des logements Airbnb sont sur des destinations qui ne sont pas nécessairement
étudiantes. Je pense notamment aux stations de ski, aux stations balnéaires, aux zones touristiques, et puis en termes de typologie également, puisque tous les logements Airbnb ne sont pas des studios, et vous avez quand même aussi une bonne partie de T2, T3, voire T4. Donc il n'y a pas nécessairement une concordance parfaite entre le manque de logements étudiants et l'explosion des logements mis en Airbnb. Et de toute façon, ouais. Un petit commentaire juste là-dessus pour connaître très bien les zones touristiques, puisque si vous regardez, Groupe Cavaleur, son siège est à Bayonne. Le Grand Sport au Pays Basque, c'est location étudiant 9 mois, on met l'étudiant dehors, location saisonnier 2 mois. Donc en réalité, les deux marchés ne vont pas en concurrence, mais vont en complément, dans les zones qui sont des zones touristiques. Premier point. Deuxième point, louer du T1 en Airbnb, vous n'aurez pas trop, parce qu'en réalité, dans Airbnb, c'est plutôt des familles pour lesquelles l'hôtel va coûter trop cher. Si je reprends mon exemple du Pays Basque, en saison, une chambre d'hôtel à peu près moyenne, mais placée pas trop mal, c'est 400 € par nuit, pardon. Vous êtes avec deux gosses, c'est 800 € la nuit. Donc évidemment, on va chercher plutôt des grandes surfaces, et donc les T1 ne seraient pas touchés. Troisième commentaire, on est à Clermont-Ferrand. Je ne suis pas intimement convaincu que Airbnb soit le meilleur client de Clermont-Ferrand. Une question, plutôt une remarque de Patrice qui fait référence à des modèles LMNP en bail commercial avec parfois des modèles qui sont moins bien passés que d'autres, des renouvellements de baux qui n'étaient pas au niveau attendu en termes de loyer, et il nous précise que fort de ce constat, il faut être confiant pour continuer à faire du meublé. Alors c'est à mon avis toute la force de ce qu'on propose aujourd'hui, à savoir le mandat de gestion, et on l'a évoqué en introduction, c'est qu'on écrase complètement le risque lié à la dépendance à l'exploitant et au risque lié au renouvellement des baux commerciaux. Là, on est sur du locatif traditionnel, on est sur un risque locataire traditionnel, mais on sort complètement de l'univers des baux commerciaux, qui a encore une fois ses avantages et ses inconvénients. Tout du moins, là, on accède à la fiscalité du meublé, ce qui est quand même l'objectif principal pour défiscaliser toute ou partie des revenus, sans être justement corseté par le bail commercial, qui encore une fois n'a pas que des inconvénients, bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'avantages. Il faut rappeler qu'il y a aussi beaucoup de baux commerciaux qui se renouvellent dans des conditions favorables. Mais là, il faut vraiment dissocier le risque lié au bail commercial de l'accès à la fiscalité du meublé qu'on continue à proposer aujourd'hui via le mandat de gestion. En tout cas, sur ce mandat de gestion de cette résidence de Clermont-Ferrand, une petite facilité, si vous avez besoin de vous rassurer, c'est qu'il y a une transparence sur le loyer. Donc le loyer, vous le connaissez. À l'instant où vous le connaissez, vous pouvez le valider. Et comment vous allez le valider? Vous allez aller sur Ce Loger, taper loyer mètre carré, regarder la zone. Vous allez aller sur Le Bon Coin, essayer de trouver des appartements à la location, et vous allez pouvoir corroborer et vous dire, est-ce que ce loyer il est en phase avec une réalité de marché, ou est-ce qu'il vous paraît déconnant? Et j'ai envie de vous dire que si il vous paraît déconnant, pourquoi pas vous appliquer une prudence avec votre client. En fait, vous êtes entièrement libre, parce que le principe d'un mandat de gestion, c'est que si vous avez envie de mettre moins cher, vous mettez moins cher. Mais en tout cas, vous pouvez contrôler, c'est facile, c'est transparent. C'est un peu l'avantage qu'on peut y voir en commentaire. Alors, on passe à l'exemple de notre résidence étudiante qui vient d'être mise à la commercialisation avec le mandat de gestion, donc France ADB, une résidence étudiante donc à Clermont-Ferrand qui s'appelle Les Deux Mondes, qui a l'avantage principal d'avoir un emplacement plus qu'intramuros, puisque on est en bordure quasi immédiate du centre historique de Clermont-Ferrand, sur un très grand boulevard traversant de Clermont-Ferrand qui s'appelle le boulevard Lafayette. Et la localisation a le double avantage de permettre d'avoir les commodités nécessaires à la bonne vie de l'étudiant à proximité immédiate. Et on a surtout la quasi-totalité des sites universitaires de Clermont-Ferrand qui sont dans un rayon d'1,5 km. Donc c'est extrêmement proche, avec en plus un moyen de transport bien évidemment au pied de la résidence. L'intérêt de ces produits en mandat de gestion étudiant, que ce soit à Clermont-Ferrand
ou ailleurs, c'est qu'on va chercher bien évidemment des petits budgets, quand bien même on ne récupère pas la TVA. Vous voyez qu'on a des prix d'entrée ici sur des studios équipés et meublés à partir de 106 460 €. On le voit aujourd'hui, la demande des investisseurs en immobilier locatif, elle se situe avant tout sur ces budgets. Je pense que vous le vivez au quotidien. Aujourd'hui, les ventes, elles restent relativement dynamiques sur des budgets entre 80 000 et 150 000 €. Donc, c'est bien évidemment, des intérêts majeurs de ce produit-là. Deuxième intérêt majeur, c'est qu'on va aller capter, quand bien même on ne récupère pas la TVA, un rendement sur le prix d'acquisition TTC mobilier inclus, qui est quand même particulièrement puissant, puisque on va jusqu'à 5,5% sur cette opération, et ça nous permet de faire le parallèle direct avec la pertinence qu'on a à faire ce produit versus le Pinel qui bientôt n'existera plus, puisque je vous rappelle bien évidemment qu'en meublé mandat de gestion, on n'a pas d'avantage fiscal à l'entrée, mais on a un rendement intéressant, une défiscalisation des revenus. Si je prends l'ancien monde, en tout cas, ça sera bientôt l'ancien monde du Pinel, où vous avez des rendements généralement qui se situent aux alentours de 3,5% quand tout va bien. Allez, je vais être gentil, je vais à 3,5. Quand vous rajoutez l'effet fiscal, bien évidemment, qui ne dure en plus pas toute la durée de vie de l'investissement, qui est plein sur les 9 premières années, qui est de 2% par an, 3,5 de loyer plus 2% de réduction d'impôt, je retombe sur mes 5,5% de rentabilité qui sont proposés ici, et une rentabilité qui est en plus nette d'impôt. Donc, financièrement, en termes de retour sur investissement, on a des simulations qui tournent aussi bien qu'en Pinel, voire même mieux, puisque l'équivalent de réduction d'impôt qu'on a en rentabilité, eh bien, on l'a sur toute la durée de l'investissement. Donc, on va voir tout à l'heure en effort d'épargne ce que ça donne, mais ça permet de continuer à proposer des investissements, surtout sur des budgets relativement limités, à des efforts d'épargne que sont les efforts d'épargne qu'on connaissait en Pinel pendant la période de défiscalisation. Ça, je voulais vraiment insister sur le sujet. Alors, je sais qu'il est plus facile à un investisseur de l'attirer avec une facture fiscale qui baisse, mais financièrement parlant, c'est juste un transfert de réduction d'impôt vers un surloyer. Et c'est logique puisque la contrepartie de la réduction d'impôt en Pinel, c'est d'accepter des plafonds de loyer qui sont des plafonds qui sont très en dessous du marché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que financièrement, on a un dispositif qui est tout aussi puissant. Voici ce que ça donne. Quand même, Olivier, Pinel, si on doit comparer au Pinel, alors je l'ai un peu facile de le dire puisque mon discours est forcément biaisé, puisqu'aujourd'hui on a intérêt à présenter ce sujet-là. Mais enfin, la Pinel s'arrête au 31-12. L'an dernier, on a tous pensé que selon l'usage et la coutume, on prolongerait du 31-12 au 31-03 les réservations qui ont été signées, qu'on pourrait les acter jusqu'au 31-03, c'est pas arrivé. Et là, en étant mi-septembre, en connaissant les délais bancaires, te signer un Pinel aujourd'hui, c'est un peu risqué quand même. Hein. Ça devient chaud. Ça commence à être un petit peu tendu. Il faut que le programme soit actable. Ouais, alors un programme pas actable, là pour le coup, on n'en discute même pas. Je parle, mais même un programme actable, en réalité, tu signes lundi, déjà le 20 septembre, une résa, tu récupères les docs le 10 octobre. Est-ce que tu es sûr de pouvoir acter avant le 31-12? Moi, je suis pas sûr. C'est clair. Alors, on nous pose la question, Laurent, du rendement 5,5%, est-ce qu'il est net de fiscalité? Alors, il est pas net de charge, bien évidemment, on va le voir, il y a un peu de charge conformément au fait qu'on fasse du locatif traditionnel, mais le rendement des charges, lui, sera net de fiscalité, bien évidemment, puisqu'en complément de la déduction des intérêts d'emprunt, des revenus, on va pouvoir pratiquer l'amortissement sur la valeur d'acquisition hors terrain, bien évidemment, un terrain qu'on estime en fonction des opérations entre 10 et 20%. Donc, on est en capacité d'amortir, comme en résidence-service, la totalité de la valeur de l'acquisition hors terrain, ce qui nous permet de défiscaliser la totalité de ces revenus pendant un horizon 18 à 25 ans en fonction du mode de financement que l'on réalise. Voici ce que ça donne en effort d'épargne. Alors j'ai pris un prix d'entrée à 106 460 €, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Finalement, la simulation, elle est ultra simple. En recette, je n'ai pas de réduction d'impôt, donc j'ai uniquement mon loyer qui est positionné à 485 € par mois. J'ai pris un financement total sur 20 ans, avec juste l'apport des frais de notaire. On rajoute
le coût du mandat de gestion, j'ai tout ramené à un coût mensuel, les charges de copropriété non récupérables qui restent à la charge du propriétaire, et puis également l'impact de la taxe foncière qui a été estimé en amont. Vous voyez qu'on arrive à des efforts d'épargne, alors qui sont pas les efforts d'épargne très réduits qu'on connaissait encore il y a 4 ou 5 ans sur ce type de budget, mais on revient à des efforts d'épargne qui sont quand même particulièrement attractifs pour des investisseurs particuliers dans le contexte actuel. 233 € par mois, je pense que ça se commercialise plutôt bien dans le contexte actuel pour des investisseurs qui veulent pas une exposition trop importante en termes de budget. Je pense qu'on a une vraie histoire à raconter, et surtout c'est un effort d'épargne constant sur toute la durée de l'opération, puisque je n'ai pas le saut d'effort d'épargne que l'on connaissait en Pinel à la fin de la période de défiscalisation, puisque là on n'a bien évidemment pas cet avantage fiscal. Donc je crois que là on réussit avec toute l'expertise de Jean-Sébastien et ses équipes à monter un nouveau produit d'investissement, c'est pas le sujet, mais une solution d'investissement qui peut raisonnablement prendre la suite du Pinel, en tout cas en termes de retour sur investissement, avec la combinaison du meilleur de trois mondes, le marché locatif, le marché de l'étudiant, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est peut-être le marché locatif aujourd'hui le plus sécurisé que l'on connaisse, les petits budgets qui, pour la raison qu'on connaît avec la hausse des taux, connaissent un véritable succès aujourd'hui, et l'effort d'épargne qui est bien évidemment un critère d'investissement pour vos clients qui peut être important. Donc ce modèle-là, on va le reporter sur d'autres résidences bien évidemment. On a une volonté de fort développement sur cette activité. En fait, on a deux marchés cibles sur la location meublée en mandat de gestion, principalement l'étudiant sur des T1, et puis également plutôt sur les grandes surfaces T3 et T4, partir plutôt sur un modèle de colocation pour lequel faisait référence Patrice également sur un commentaire, parce que la colocation, ça peut aussi fonctionner en mandat de gestion, et ça peut aussi fonctionner d'ailleurs pour les étudiants, bien évidemment. Et la colocation permet sur des grandes surfaces d'aller chercher des rendements qui sont aussi particulièrement attractifs. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin avec un premier exemple qui est d'ores et déjà disponible sur la plateforme de la référence Pierre. C'est une exclusivité CGP que nous avons négociée au niveau du promoteur, et c'est pour nous le premier épisode d'une longue série de transitions du Pinel vers le nouveau monde que l'on ne connaît pas encore tout à fait précisément, le nouveau monde de l'investissement locatif qui sera porté, on le pense en tout cas, en bonne partie par le meublé en mandat de gestion, particulièrement sur la destination étudiante. Jean-Sébastien, je ne sais pas si tu as des éléments à rajouter. Si, j'en ai un. C'est que tu fais un exemple avec un financement sur 15 ans. Je pense que si on peut quand même avoir du 20 ans et se retrouver avec un alors j'ai effort fait qui est sur 20 ans. vachement Alors fort, hein. si j'ai dit 15 ans, je me suis trompé. C'est 20 ans. La simulation est faite sur 20 ans. Désolé, j'ai fait une erreur de frappe, donc c'est bien sur 20 ans. Donc c'est bien sur 20 ans. Oui. Mais alors, deuxième commentaire. Eu égard à ce que nous annonce la Banque Centrale Européenne, on peut imaginer qu'au mois de mars prochain, tu seras déjà à 200 € d'effort d'épargne. Entre la baisse de septembre, la baisse de décembre. Le gros avantage d'un crédit sur 20 ans, c'est qu'on est capable, s'il y a une baisse de taux, d'aller renégocier son crédit. Donc l'effort d'épargne, il peut baisser au fur et à mesure du temps. Effectivement, on nous interroge sur la revente. Ça, c'est aussi bien évidemment une qualité de ce dispositif par rapport au Pinel, c'est qu'on n'a pas de durée de détention minimale. Alors bien évidemment, l'horizon d'investissement en immobilier doit être respecté si on veut avoir une valorisation intéressante sur le long terme, mais il n'y a pas de reprise de l'avantage fiscal lié à l'amortissement potentiel du bien si on revend précipitamment son bien. Donc j'ai pas d'engagement de location comme il peut y avoir en Pinel, comme il y a en location meublée en résidence service par rapport au sujet de la TVA. Là, j'achète aujourd'hui, je revends dans 5 ans. J'ai pas forcément fait une excellente affaire puisque le bien c'est pas nécessairement valorisé, le temps de détention n'est pas long, mais dans tous les cas, je n'ai pas de reprise des avantages fiscaux puis il n'y a pas de récupération de TVA et l'amortissement n'est pas lié à une durée de détention minimale.
Plusieurs partenaires nous indiquent qu'ils sont intéressés par le concept et le produit, donc on n'hésitera pas, bien évidemment, à revenir vers vous sur ce sujet-là. En tout cas, c'est un sujet dans lequel on croit beaucoup pour les mois et les années qui viennent, et on est absolument ravis du partenariat naissant qu'on a conclu avec Jean-Sébastien et France ADB, puisqu'on y a trouvé tout ce qu'on cherchait, c'est-à-dire de l'expertise et de la souplesse par rapport au mandat de gestion qui vous est aujourd'hui proposé. Pas d'autres questions à ce stade, donc il nous reste avec Jean-Sébastien encore une fois à vous remercier de votre participation nombreuse et active. On reste bien évidemment à votre disposition, nous et puis les équipes commerciales de la référence Pierre, pour vous renseigner sur cette belle opportunité d'investissement et puis également sur les prochaines. Merci infiniment Jean-Sébastien pour ta participation et ton éclairage particulièrement intéressant. Et merci à toi surtout. Merci à vous. Eh bien, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite un très bon appétit. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.